Dans la salle d'audience numéro 5 du tribunal de Lyon, l'air semblait épaissi par une tension palpable, comme si le poids des regards convergeait vers un seul point. Les lustres fluorescents projetaient une lumière crue, presque clinique, sur les bancs de bois vernis où s'entassaient des spectateurs au visage tendu, des journalistes griffonnant fiévreusement, des avocats en robes noires ajustant leurs lunettes, et des citoyens ordinaires, des retraités aux étudiants, tous attirés par l'écho d'une affaire qui promettait de secouer la ville. Au fond, un murmure s'élevait, semblable au bruissement d'un vent d'automne sur les quais de la Saône, tandis que les portes en chêne massif s'ouvraient lentement. Élise Moreau, une femme noire au port altier, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, fit son entrée. Ses pas résonnaient avec une précision militaire sur le parquet ciré, et ses cheveux noirs, soigneusement relevés en un chignon élégant, capturaient les reflets des néons. Chaque regard dans la salle se tourna vers elle, certains curieux, d'autres méfiants, mais tous chargés d'une attente silencieuse. Élise, sans un mot, ajusta le revers de sa veste, ses doigts effleurant l'insigne dissimulé sous le tissu, et s'avança vers le centre de la salle. Les caméras des journalistes, postées dans un coin, cliquetaient comme des insectes affamés, tandis que le juge, un homme aux cheveux grisonnants et au visage impassible, se penchait légèrement sur son pupitre, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez. Soudain, un mouvement brusque brisa l'équilibre fragile de la salle. Victor Lemaire, un officier de police à la carrure imposante, vêtu d'un uniforme impeccablement repassé, se leva de son siège derrière la table de l'accusation. Son visage, marqué par des années de service, était crispé par une colère à peine contenue. « Vous n'avez pas le droit de parler d'honneur ici », lâcha-t-il d'une voix grave, presque gutturale, ses mots tranchant l'air comme une lame. Avant que quiconque puisse réagir, sa main s'éleva, rapide et lourde, et s'abattit sur la joue d'Élise dans un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Un hoquet collectif parcourut la salle. Les spectateurs se figèrent, certains couvrant leur bouche, d'autres échangeant des regards incrédules. Une vieille dame au premier rang, un foulard noué autour du cou, porta une main tremblante à ses lèvres, tandis qu'un jeune homme en sweat à capuche griffonnait frénétiquement sur son carnet, comme pour capturer l'instant avant qu'il ne s'efface. Pourtant, personne n'osa intervenir. Élise, la tête légèrement tournée par la force du coup, laissa ses cheveux glisser sur son épaule. Pendant un instant, elle sembla suspendue dans le temps, son souffle retenu, sa main serrant l'insigne caché sous sa veste. Puis, avec une lenteur délibérée, elle releva le menton, ses yeux sombres et perçants balayant la salle, rencontrant chaque regard avec une assurance qui fit frissonner l'assemblée. Ce n'était pas la douleur qui la définissait en cet instant, mais une résolution d'acier, un feu intérieur qui refusait de plier. Le silence qui suivit était électrique, chargé d'une énergie presque palpable. Les journalistes, d'abord pétrifiés, se mirent à murmurer, leurs stylos grattant furieusement le papier. Claire Dubois, une jeune journaliste du Progrès, ses lunettes rondes glissant sur son nez, notait chaque détail avec une intensité fébrile, ses doigts tremblants d'excitation. À ses côtés, Pierre Garnier, un greffier novice aux cheveux bouclés et au regard candide, serrait les poings, choqué par l'audace de l'officier mais captivé par la dignité d'Élise. Le juge, dont le visage restait un masque de neutralité, ajusta ses lunettes et frappa son marteau d'un coup sec, faisant sursauter l'assemblée. « Officier Lemaire, descendez immédiatement. » ordonna-t-il, sa voix résonnant contre les murs lambrissés. Victor, dont la mâchoire se crispait sous l'effet de la honte naissante, sembla perdre de sa superbe. Ses épaules, si droites un instant plus tôt, s'affaissèrent légèrement, comme si la réalité de son acte s'abattait sur lui. Deux huissiers s'avancèrent, leurs insignes scintillant sous la lumière, l'un d'eux tenant d'une paire de menottes en acier. Le cliquetis métallique des menottes se refermant sur les poignets de Victor résonna dans la salle, un son froid et définitif, comme la dernière note d'une symphonie tragique. Élise, immobile au centre de la salle, tenait toujours son insigne à la main. Avec une calme assurance, elle le brandit, le métal argenté captant la lumière. « Je suis Élise Moreau, agent spécial du bureau de l'inspection générale du ministère de la Justice », déclara-t-elle, sa voix douce mais ferme, chaque mot porté par une conviction inébranlable. Un frisson parcourut l'assemblée. Les spectateurs se penchèrent en avant, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres murmurant des mots d'admiration. Claire Dubois, les yeux brillants, griffonna une phrase dans son carnet, une femme, un insigne, un défi au pouvoir. Pierre, quant à lui,
sentit une bouffée d'espoir l'envahir, comme si l'acte d'Élise venait de rallumer une flamme qu'il croyait éteinte dans le système judiciaire. Le juge, toujours impassible, s'adressa à Victor d'une voix mesurée mais tranchante. « Officier Lemaire, vous êtes accusé d'outrage au tribunal pour votre agression illégale contre un témoin fédéral. » Les huissiers escortèrent Victor hors de la salle, ses pas lourds résonnant sur le parquet, chaque écho rappelant que nul, pas même un officier décoré, n'était au-dessus de la loi. Alors qu'Élise restait debout, son insigne toujours visible, la salle s'anima d'un bourdonnement de conversation. Les spectateurs, d'abord figés, se mirent à chuchoter, leur voix formant d'une vague de murmures qui emplissait l'espace. Une femme d'âge mûr, portant un manteau en laine élimée, murmura à son voisin. Elle l'a remis à sa place, cette femme. Quelle force! Un groupe d'étudiants en droit, assis au fond, échangeait des regards admiratifs, leur téléphone déjà sorti pour partager l'instant sur les réseaux sociaux. Claire Dubois, toujours à son poste, esquissa un sourire en coin, sentant qu'elle tenait là un article qui ferait trembler Lyon. Pierre, de son côté, ne pouvait détacher ses yeux d'Élise, fasciné par la manière dont elle avait transformé un acte de violence en un moment de triomphe. À l'extérieur de la salle, alors qu'Élise franchissait les lourdes portes, une foule de curieux s'était rassemblée dans le couloir du tribunal. Les micros des journalistes s'avançaient comme des lances, et les flashs des appareils photo illuminaient son visage. Une vieille dame, tenant un panier d'osier, s'approcha timidement et murmura « Merci, mademoiselle, vous nous donnez de l'espoir. » Élise s'arrêta un instant sous la lumière pâle du couloir, sa silhouette encadrée par les ombres des huissiers alignés derrière elle. Elle observa Victor, désormais déchu de son autorité, être conduit vers la sortie. Leurs regards se croisèrent brièvement, et dans les yeux d'Élise, il n'y avait ni colère ni triomphe, mais une certitude calme, un message silencieux, la loi ne privilégie personne. Elle laissa ses cheveux retomber sur ses épaules, le bleu éclatant de son tailleur contrastant avec les costumes gris des avocats autour d'elle. Sa posture était détendue mais ferme, ses épaules droites, son menton légèrement relevé. Derrière elle, un couple de retraités se tenait par le bras, la femme chuchotant à son mari « Je suis fier d'elle ». Un groupe d'adolescents, téléphones à la main, échangeaient des regards pleins d'espoir, comme s'ils croyaient, pour la première fois, que leur voix pourrait un jour être entendue. À travers les grandes fenêtres du tribunal, la lumière du soleil traçait des lignes dorées sur le sol carrelé, illuminant les dossiers juridiques éparpillés et les ombres des spectateurs. Sans un mot, Élise se tourna et s'éloigna, ses pas mesurés, son souffle régulier. La salle sembla retenir son souffle, comme si le bâtiment lui-même rendait hommage à ce moment où la justice, pour une fois, avait trouvé une voie. Alors qu'elle traversait le couloir, Élise sentit le poids des regards sur elle, mais aussi une chaleur nouvelle, celle d'une communauté qui, pour un instant, partageait son combat. Claire Dubois, restée en arrière, tapa frénétiquement sur son téléphone, envoyant un tweet qui deviendrait viral. En justice pour Élise, une femme noire défie un système. Lyon ne sera plus jamais la même. Pierre, toujours dans la salle, rangea ses dossiers avec soin, un sourire timide aux lèvres. Il savait qu'il venait de vivre un moment historique, un moment où une seule femme, par son courage, avait ébranlé les fondations d'un système. Mais pour Élise, ce n'était que le début. Alors qu'elle quittait le tribunal, elle pensa à son frère, Malik, dont la mort, des années plus tôt, avait été qualifiée d'accident par une police trop pressée de clore l'affaire. Elle serra l'insigne dans sa poche, ses doigts traçant les contours du métal froid. Ce jour-là, dans la salle d'audience numéro 5, Élise Moreau n'avait pas seulement défié un officier. Elle avait allumé une étincelle, une flamme qui, elle le savait, ne s'éteindrait pas de sitôt. Et tandis que les portes du tribunal se refermèrent derrière elle, le murmure de la foule grandissait, comme le grondement d'une tempête prête à éclater. Le lendemain matin, Lyon s'éveilla sous un ciel gris, mais la ville vibrait d'une énergie nouvelle, comme si l'écho de la gifle retentissante dans la salle d'audience numéro 5 avait traversé les murs du tribunal pour se répandre dans les rues pavées. Les réseaux sociaux, ces modernes places publiques, explosaient de hashtags. Justice pour Élise. Loi au-dessus du badge, à Lyon debout. Sur Twitter, les messages fusaient, certains applaudissant le courage d'Élise Moreau, d'autres dénonçant l'officier Victor Lemaire comme un symbole de l'arrogance policière. Dans un café bondé près de la place Bellecour, les écrans des smartphones illuminaient les visages des clients,
qui partageait en boucle la vidéo de l'incident, capturée par un journaliste audacieux. Claire Dubois, la reporter du Progrès, avait publié un article percutant à l'aube, intitulé « Une femme, un insigne, un défi », qui décrivait Élise comme une figure de résistance face à l'injustice. Ces mots, ciselés avec la précision d'un écrivain français, avaient enflammé les discussions, des comptoirs des brasseries au salon bourgeois. Elle a tenu tête à un système qui voulait l'écraser, écrivait Claire, et cette phrase, reprise par des milliers d'internautes, devenait un cri de ralliement. Pourtant, au milieu de cette ferveur, des voix discordantes s'élevaient, accusant Élise de provocation, défendant Victor comme un serviteur de l'ordre victime d'une foule en quête de scandale. Dans ce tumulte, Élise, fidèle à sa nature réservée, se tenait à l'écart, enfermée dans son petit bureau au sein du ministère de la Justice, un espace modeste où les murs étaient tapissés de dossiers, et où une cafetière à piston trônait sur une étagère, rappelant les rituels simples de la vie française. Dans son bureau, Élise, assise à une table en bois usé, relisait les gros titres du matin, son regard glissant sur les mots avec une calme détermination. Les journaux locaux, du Progrès à Lyon-Capitale, consacraient leurs unes à l'incident, certains avec des titres audacieux comme « Le courage d'une femme noire », d'autres plus prudents, évoquant « un dérapage dans une salle d'audience ». Les chaînes de télévision, de France 3 Rhône-Alpes à BFM, diffusaient en boucle les images du tribunal, disséquant chaque geste d'Élise, de son port d'altier à la manière dont elle avait brandi son insigne. Mais pour Élise, ce n'était pas la gloire médiatique qui importait. Son esprit était ailleurs, hanté par un souvenir plus ancien, celui de son frère Malik, mort des années plus tôt dans une poursuite policière qualifiée d'accident par les autorités. Elle se souvenait encore du rapport officiel, un document laconique qui parlait de « circonstances malheureuses » sans jamais mentionner pourquoi un jeune homme désarmé avait été abattu dans une ruelle sombre. Ce souvenir, comme une plaie jamais cicatrisée, la poussait à agir. Elle posa une main sur un vieux dossier, ses doigts caressant le papier jauni, et murmura pour elle-même. « Pas cette fois, Malik, pas cette fois. » Pendant ce temps, dans les rues de Lyon, l'incident prenait une ampleur inattendue. Amadou Diallo, un activiste local connu pour son engagement dans les quartiers de la Guillotière, avait organisé une manifestation pacifique devant le tribunal. Sous un ciel chargé de nuages, une foule hétéroclite, étudiants, retraités, commerçants, mères de famille, s'était rassemblée, brandissant des pancartes aux slogans simples mais puissants, « Justice pour tous, aucun badge au-dessus de la loi ». Amadou, un homme élancé au regard intense, parlait avec passion dans un mégaphone, sa voix portant jusqu'au quai du Rhône. « Ce que nous avons vu hier n'est pas un incident isolé, déclara-t-il, ses mots le résonnant dans la foule. C'est un système qui protège les puissants et écrase les autres. Élise Moreau nous a montré qu'on peut dire non. » Les applaudissements éclatèrent, ponctués par les klaxons des voitures qui passaient. Parmi la foule, Claire Dubois, toujours à l'affût, prenait des notes, son carnet rempli de citations et d'observations. Elle remarqua une vieille femme, un châle en laine sur les épaules, qui murmurait à sa voisine « J'ai vu trop d'injustice dans ma vie, cette femme, elle est notre voix. » À quelques mètres, un groupe d'adolescents, écouteurs autour du cou, filmait la scène avec leur téléphone, diffusant en direct sur Instagram, leurs commentaires pleins d'espoir « On va changer les choses ». Au tribunal, Pierre Garnier, le jeune greffier, ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène de la veille. Assis dans une salle d'archives poussiéreuse, entouré de piles de dossiers jaunis, il triait des documents avec une nervosité inhabituelle. Pierre, avec ses lunettes cerclées d'acier et son air studieux, avait toujours cru en la justice, mais l'incident avec Élise l'avait ébranlé. Il se souvenait de son regard, cette lueur de défi qui semblait dire « Je ne plierai pas ». Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement, il commença à fouiller dans les archives, cherchant des dossiers liés à des affaires similaires. C'est alors qu'il tomba sur un document étrange, un rapport à moitié effacé, marqué du sceau du tribunal, qui mentionnait une unité appelée le « protocole de crise PDC ». Intrigué, il parcourut les pages, découvrant des annotations cryptiques sur des interventions discrètes et des rapports modifiés. Son cœur s'accéléra. Était-ce une erreur administrative ou quelque chose de plus sombre? Il glissa le dossier dans son sac, décidé à en parler à quelqu'un de confiance, et son esprit se tourna immédiatement vers Élise. De son côté, Élise n'était pas restée inactive. Après avoir lu les journaux,
Elle s'était rendue dans un petit café de la presqu'île, un lieu discret où les tables en bois étaient usées par des décennies de conversation. Là, elle rencontra une vieille connaissance, Martin Lefebvre, un ancien technicien de la police judiciaire qui avait travaillé sur l'affaire de Malik. Martin, un homme nerveux aux cheveux grisonnants, vivait désormais dans l'ombre, hanté par ce qu'il avait vu. Assis dans un coin sombre du café, une tasse de café noir devant lui, il murmura à Élise, « J'ai gardé quelque chose. Une vidéo. La vraie ou vidéo ?» Élise, son regard perçant fixé sur lui, l'encouragea doucement à continuer. Avec des mains tremblantes, Martin sortit une clé USB, la glissant sur la table comme s'il s'agissait d'un objet maudit. « C'est tout ce qui reste de cette nuit-là, » dit-il, sa voix à peine audible. Élise prit la clé, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle pourrait révéler. De retour dans son bureau, elle inséra la clé dans son ordinateur portable. L'écran s'alluma, révélant une vidéo granuleuse, teintée de vert par une caméra de surveillance. On y voyait Malik, un jeune homme frêle, debout dans une ruelle, les mains vides, entouré par 3 officiers. Une voix claire, autoritaire, crépitait dans la radio. Neutraliser la cible. Autorisation d'employer la force létale si nécessaire. Une seconde plus tard, un coup de feu retentissait, et Malik s'effondrait. Élise sentit une vague de colère et de douleur l'envahir, mais elle la contint, ses années d'entraînement lui permettant de garder son calme. La voix dans la vidéo ne venait pas d'un officier de terrain, mais de quelqu'un de plus haut placé. Les métadonnées du fichier mentionnaient un nom. Julien Roche, un magistrat influent du tribunal de Lyon. Ce nom, Élise le connaissait bien. Roche, avec son sourire poli et ses costumes impeccables, était une figure respectée, mais aussi crainte, dans les cercles judiciaires. Était-il possible qu'il ait orchestré une dissimulation? Élise referma son ordinateur, ses pensées tourbillonnant. Elle savait que cette découverte pouvait tout changer, mais aussi la mettre en danger. Elle envoya un message crypté à Pierre, lui demandant de la rejoindre dans un lieu discret. Lorsqu'ils se retrouvèrent, dans un parc tranquille près du Rhône, Pierre lui tendit le dossier qu'il avait trouvé. « Le protocole de crise », murmura-t-il, ses yeux brillants d'excitation et de peur. « Ils effacent des preuves, Élise. Ils réécrivent en l'histoire. » La ville, pendant ce temps, continuait de bouillonner. Les manifestations d'Amadou attiraient de plus en plus de monde, et les débats s'intensifiaient dans les cafés, où les Lyonnais, fidèles à leur tradition de discussion passionnée, analysaient l'affaire sous tous les angles. Certains voyaient en Élise une héroïne, une Jeanne d'Arc moderne défiant l'autorité. D'autres, plus conservateurs, défendaient Victor, arguant qu'un moment d'égarement ne devait pas détruire une carrière. Mais pour Élise, ces débats étaient un secondaire. Elle repensait à Malik, à la vidéo, au dossier de Pierre. Chaque pièce du puzzle pointait vers une vérité plus sombre, un système conçu pour protéger les puissants, même au prix de la justice. Alors qu'elle rentrait chez elle, longeant les quais illuminés par les réverbères, elle sentit une résolution nouvelle s'ancrer en elle. Elle n'était plus seulement une femme défiant un officier. Elle était une voix pour ceux que le système avait réduits au silence. Et cette voix, elle le savait, allait bientôt résonner plus fort que jamais. Sous un ciel d'encre, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Lyon, où les murs de briques s'effritaient, sous le poids des ans, Élise Moreau, Pierre Garnier et Amadou Diallo se tenaient autour d'une table poussiéreuse, éclairée par une unique lampe suspendue qui vacillait comme une étoile mourante. L'odeur de rouille et d'humidité emplissait l'air, mais l'atmosphère vibrait d'une tension électrique, celle d'un moment où la vérité, longtemps enfouie, allait enfin éclater. Sur la table, des piles de documents s'entassaient, des rapports confidentiels, des courriels cryptés, des bordereaux financiers marqués de l'acronyme PDC, protocole de crise. Élise, ses cheveux noirs tombant librement sur ses épaules, manipulait un vieux ordinateur portable, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision méthodique. À ses côtés, Pierre, nerveux mais déterminé, ajustait ses lunettes, tandis qu'Amadou, son regard intense fixé sur l'écran, murmurait des mots d'encouragement, comme un général avant une bataille. Ce soir, ils allaient en diffuser en direct des preuves accablantes contre Julien Roche, le magistrat influent qui, d'après leur découverte, orchestrait une machine de dissimulation au sein du système judiciaire français. Élise cliqua sur « et diffuser » et l'écran s'anima, projetant des images granuleuses de vidéos de surveillance,
des extraits de courriels falsifiés, et un organigramme révélant le fonctionnement du PDC. En quelques secondes, des milliers de spectateurs se connectèrent, leurs commentaires défilant à une vitesse vertigineuse. C'est scandaleux. La justice doit triompher. Bravo, Élise. La diffusion commença par la vidéo de la mort de Malik, le frère d'Élise, un enregistrement brut et déchirant. On y voyait le jeune homme, désarmé, dans une ruelle sombre, encerclé par 3 officiers. La voix de Julien Roche, froide et autoritaire, résonnait dans la radio: neutraliser la cible, autorisation d'employer la force létale. Un coup de feu suivait, et Malik s'effondrait. Élise, bien que préparée, sentit une douleur familière lui serrer la poitrine, mais elle garda les yeux rivés sur l'écran, refusant de céder à l'émotion. Pierre, à ses côtés, narra d'une voix tremblante mais claire: voici la vérité qu'ils ont voulu effacer. Il montra ensuite des documents prouvant que le PDC, initialement conçu pour gérer les crises publiques, s'était transformé en un outil de censure, supprimant des preuves, modifiant des rapports et manipulant les récits médiatiques pour protéger les puissants. Des courriels signés de Roche ordonnaient la destruction de dossiers, tandis que des virements financiers obscurs révélaient des fonds alloués à des opérations discrètes. Amadou, prenant la parole, ajouta avec passion: ce n'est pas seulement l'histoire de Malik. C'est l'histoire de tous ceux que ce système a réduits au silence. La diffusion, relayée par des activistes et des journalistes comme Claire Dubois, atteignit des centaines de milliers de spectateurs, transformant l'entrepôt en une sorte de tribunal virtuel, où la vérité jugeait les coupables. À Lyon, l'impact fut immédiat. Dans les cafés de la place des terreaux, les clients, habitués à débattre autour d'un café noir ou d'un verre de vin rouge, fixaient leurs écrans, bouche bée. Une vieille dame, tenant un journal froissé, murmura à son voisin: c'est comme les grandes affaires d'autrefois, mais cette fois, c'est le peuple qui parle. Sur les réseaux sociaux, les hashtags vaguet Moreau et de justice pour Malik dominaient, accompagnés de messages de soutien et d'appels à la réforme. Mais la diffusion attira aussi l'attention de ceux qui voulaient protéger le statu quo. Julien Roche, depuis son bureau cossu au tribunal, regardait l'écran avec un mélange de panique et de rage, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil. Il savait que son empire, bâti sur des décennies de manipulation, s'effondrait. Pendant ce temps, Claire Dubois, dans la salle de rédaction du Progrès, écrivait un nouvel article, ses doigts volant sur le clavier: la vague Moreau, quand une femme révèle les secrets d'un système. Elle reçut un appel d'une ancienne procureure, Sophie Lefebvre, une femme aux cheveux argentés et à la réputation d'intransigeance, qui proposa son aide pour porter l'affaire devant une commission nationale. Élise a allumé une flamme, dit Sophie, sa voix fermée au téléphone. Maintenant, nous devons la protéger. Au même moment, un événement inattendu se produisit. Victor Lemaire, l'officier déchu, rongé par le remords, contacta Élise. Dans un café discret près de la gare de Perrache, il s'assit face à elle, son visage marqué par la fatigue et de la honte. « J'ai cru que mon badge me donnait tous les droits, » murmura-t-il, évitant son regard. « Mais ce que vous avez fait, ça m'a forcé à regarder la vérité en face. » Il révéla avoir été témoin des agissements du PDC, poussé par Roche à falsifier des rapports pour maintenir l'ordre. En échange d'une protection juridique, Victor accepta de témoigner, offrant des détails cruciaux sur les ordres directs de Roche. Élise, bien que méfiante, vit dans son regard une lueur de sincérité, un écho de l'homme qu'il aurait pu être sans l'influence d'un système corrompu. Avec l'aide de Sophie Lefebvre, Élise et Victor préparèrent un dossier pour la Commission nationale, un document accablant qui combinait la vidéo de Malik, les archives de Pierre et le témoignage de Victor. La ville de Lyon, fidèle à sa tradition de débats passionnés, s'embrassa. Des réunions publiques furent organisées dans les mairies d'arrondissement, où des citoyens, des activistes comme Amadou et des intellectuels discutaient des réformes nécessaires. Des affiches apparurent dans les vitrines des bouchons lyonnais et des librairies de la Croix-Rousse: justice pour tous, transparence maintenant. Une pétition, lancée par Amadou, réclamant un conseil de surveillance indépendant avec pouvoir de citation, recueillit des milliers de signatures. Dans les églises et les centres communautaires, des anciens rappelaient les luttes des années 68, tandis que les jeunes, inspirés par Élise, organisaient des ateliers sur la justice et les droits humains. Même les plus sceptiques, ceux qui avaient défendu Victor au début, commencèrent à changer d'avis, touchés par la clarté des preuves. Un soir, dans un petit théâtre de la Guillotière,
Amadou projeta la vidéo de la diffusion, et la salle, remplie de familles et d'étudiants, éclata en applaudissements, certains pleurant pour Malik, d'autres criant pour la justice. Quelques semaines plus tard, Julien Roch fut formellement inculpé pour obstruction à la justice et abus de pouvoir. Le PDC fut dissous par décret ministériel, et ses archives, autrefois cachées dans des serveurs sécurisés, furent ouvertes à l'examen de comités civils indépendants. Élise, bien qu'épuisée par la bataille, perdit sa commission fédérale dans la tourmente, une sanction administrative qui semblait presque inévitable. Pourtant, elle quitta son poste la tête haute, son intégrité intacte. Elle inspira ce que les commentateurs appelèrent la foulée vague Moreau, un mouvement citoyen qui traversa la France, des petites villes aux grandes métropoles, exigeant que nul, qu'il soit magistrat ou officier, ne soit au-dessus du contrôle démocratique. Victor, quant à lui, rendit son badge et choisit une vie plus discrète, s'installant avec sa femme et sa fille dans un village de la Drôme, où il enseigna à sa fille les leçons de courage et de rédemption qu'il avait apprises. Pierre, promu au sein du tribunal, continua à travailler avec une foi renouvelée dans la justice, tandis qu'Amadou devint une figure nationale, organisant des conférences sur la transparence. Sophie Lefebvre, de son côté, revint dans l'arène publique, plaidant pour des réformes structurelles devant le Parlement. Pour honorer Malik, Élise créa la bourse Malik Moreau, destinée à soutenir les étudiants de couleur dans leurs études en droit et en éthique. Chaque année, lors d'une cérémonie discrète dans une salle de l'Université de Lyon, des jeunes diplômés recevaient cette bourse, portant le nom de Malik dans les salles d'audience et les conseils d'administration. La société française, marquée par cet événement, s'engagea dans une réflexion collective, fidèle à sa tradition de débat philosophique et politique. Dans les cafés, les universités et les parcs, on parlait d'Élise, de Malik, de la justice. Les journaux, de Le Monde à Libération, publiaient des éditoriaux sur la nécessité de vigilance, tandis que les écoles de droit intégraient l'affaire Moreau dans leur programme, sous le titre « Pouvoir judiciaire contre autorité abusive ». Élise, bien qu'elle restât silencieuse face au micro, devint un symbole, une figure dont le nom résonnait dans chaque conversation sur la justice. Alors qu'elle marchait le long des quais du Rhône, sous un ciel enfin dégagé, elle pensa à Malik, à sa voix perdue, mais aussi à ceux qui, grâce à elle, avaient retrouvé la leur. La vague Moreau n'était pas un triomphe final, mais un rappel. Quand la justice vacille, il appartient à chacun, quel que soit son rang, de la remettre en mouvement, avec courage, avec calme, et sans jamais s'excuser. L'histoire d'Élise Moreau dans une insigne contre l'injustice est une ode au courage et à la résilience face à l'injustice. Ce récit, ancré dans la culture française où la justice et l'égalité sont des piliers chéris, m'a profondément touché par sa puissance émotionnelle. Élise, en affrontant l'humiliation publique avec dignité, incarne l'idéal français de défendre ses principes, même dans l'adversité. Sa réponse calme à la violence, brandir son insigne et affirmer son autorité, évoque la force tranquille prônée par des figures comme Simone Veil, qui ont lutté pour la justice avec une détermination sans faille. Ce moment où Élise transforme un acte de racisme en une affirmation de son droit à exister m'a inspiré un mélange d'admiration et d'espoir. L'histoire ne se contente pas de dénoncer l'abus de pouvoir, elle célèbre aussi la capacité d'une seule personne à ébranler un système, un thème cher aux Français, nourri par l'héritage des Lumières et des luttes citoyennes. La leçon que je retiens est que la justice n'est pas un don, mais un combat. Dans la vie quotidienne, cela signifie oser parler, même lorsque notre voix tremble, comme Élise l'a fait. En France, où le débat public est une tradition, nous pouvons appliquer cette leçon en participant à des discussions dans nos communautés, en dénonçant les injustices au travail ou dans nos cercles sociaux, et en soutenant ceux qui sont marginalisés. L'exemple d'Élise nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré celle-ci. Elle nous enseigne aussi l'importance de la mémoire, honorer ceux, comme Malik, dont les histoires ont été effacées, en veillant à ce que la vérité prévale. Enfin, l'histoire souligne que la justice exige une vigilance collective. Comme les Lyonnais dans les cafés et les rues, nous devons nous engager, questionner et exiger la transparence. Si cette histoire vous a ému, comme elle m'a ému, agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo pour amplifier la voix d'Élise et inspirer d'autres à se lever. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire de courage et de vérité. Et laissez un commentaire. Dites-nous comment vous luttez pour la justice dans votre vie. Ensemble, faisons résonner la vague Moreau.